Voici la capsule sur la guerre anglo-américaine de 1812 à 1815. Les deux concepts importants de cette présentation sont le blocus et la conscription. Donc ici, on a un exemple de blocus lors de la crise des missiles de Cuba, qui n'a pas rien à voir avec notre cours, mais du moins, ça nous permet de bien comprendre le principe. Nous avons l'île de Cuba qui est ici, et les Américains, dans ce conflit, pour mettre de la pression sur l'île de Cuba, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur bateau et ils vont empêcher tout commerce avec l'île de Cuba. L'idée, c'est d'isoler géographiquement une île. Pour ce qui est de la conscription, c'est le simple fait de créer l'enrôlement obligatoire, c'est-à-dire que tous les individus doivent participer à la guerre. C'est l'enrôlement obligatoire. C'est donc la Révolution française qui est à l'origine de la guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Petite récapitulation. La France, en 1789, lors de la Révolution française, abolit la monarchie absolue et crée une république. C'est la fin du roi de France. Suite à cette révolution-là, Napoléon va réussir à prendre le pouvoir en France. Éventuellement, il va même devenir empereur alors qu'il fait de plus en plus de conquêtes. En 1803, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la France, ce qui va marquer le début des guerres napoléoniennes. On a vu des vidéos en classe, des très très grandes batailles qui se déroulent en Europe. Donc, ici, nous avons une vidéo de l'Empire de Napoléon. Alors, nous avons bien entendu la France qui est ici, la France qui fait plusieurs conquêtes sur les monarchies qui l'entourent. Elle va faire des conquêtes en Espagne, elle va faire des conquêtes en Allemagne, en Italie. Ils vont se rendre un petit peu partout, même en ce qui est aujourd'hui la Pologne. Donc, Napoléon a des ennemis, c'est-à-dire la majorité des monarchies qui restent encore en Europe, qui ne sont pas d'accord, eux, avec la Révolution française, la République. Et on peut voir, entre autres, que les ennemis de Napoléon seront le Royaume-Uni, l'Empire d'Autriche, l'Empire de Prusse et l'Empire de Russie, principalement. Le blocus de Napoléon, la chose importante à retenir, entre autres, Napoléon veut affaiblir la Grande-Bretagne. Il va donc faire un blocus, il va mettre ses navires dans les ports en Europe afin d'empêcher le commerce avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a au moins une porte de sortie. Ils peuvent toujours faire du commerce avec le Canada. Au début de la guerre, ça va plutôt bien pour la Grande-Bretagne qui va réussir à remporter plusieurs victoires. Par contre, la France, avec Napoléon, va décider de renforcer son contrôle sur les différents ports d'Europe. Napoléon va vouloir utiliser la stratégie du blocus maritime afin d'affaiblir la Grande-Bretagne pour éventuellement réussir à la vaincre. Le blocus, c'est une stratégie économique. Donc, on va affaiblir l'économie de la Grande-Bretagne afin de, bien entendu, réduire sa puissance militaire. La puissance militaire de la Grande-Bretagne, c'est sa marine. Et les bateaux sont en bois. Si l'Angleterre ne peut plus faire de commerce avec les autres pays pour s'approvisionner en bois, ça veut dire qu'éventuellement, elle ne peut plus construire de bateaux. Donc, avec cette logique-là, Napoléon va bloquer presque tous les ports d'Europe afin de rendre le commerce avec la Grande-Bretagne impossible. Les Britanniques, face à cette situation-là, vont également vouloir utiliser une stratégie semblable pour la France de Napoléon. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis vont embarquer dans l'histoire, puisque les États-Unis sont le principal partenaire économique de la France. Les États-Unis sont une république depuis la Révolution américaine. La France est une république
depuis la fin de la monarchie. On est donc des amis politiques, mais on est également des amis économiques. Ce qui fait en sorte que les navires britanniques vont circuler sur la mer en Atlantique. Ils vont confisquer les cargaisons françaises et américaines près de la côte est de l'Amérique du Nord. Donc, les Britanniques commencent à attaquer, en quelque sorte, les bateaux américains. Touchés économiquement, les Américains vont donc déclarer la guerre aux Britanniques en 1812. La date de 1812 est très importante. La stratégie américaine, assez simple, attaquer les colonies du Nord, c'est-à-dire attaquer le Haut-Canada et le Bas-Canada. Puisque la majorité de la population du Bas-Canada est francophone, les États-Unis ont pensé que ça serait plutôt facile de réussir à faire la conquête du Bas-Canada. Donc, au début de cette guerre anglo-américaine, les États-Unis possèdent 12 000 soldats, alors que les Britanniques en ont seulement 5 500 dans les deux Canadas. Au Bas-Canada, le gouverneur général, qui se trouve à être le chef de l'armée, va essayer de convaincre la population canadienne, majoritairement francophone, de défendre le territoire. Donc, avec l'objectif de convaincre la population canadienne de se battre pour les Britanniques, ils vont aller soutenir, le gouverneur général va aller soutenir quelques notables, comme par exemple des seigneurs, et ils vont également soutenir l'évêque de Québec, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'Église catholique. C'est une stratégie qui ressemble beaucoup à la stratégie de l'Acte de Québec, qui visait à éviter la rébellion des Canadiens français lors de la Révolution américaine. Certains volontaires vont aller à la guerre, mais la majorité des troupes proviendront de la conscription, concept important, c'est-à-dire par le fait d'aller à la guerre de façon obligatoire. En 1814, les Britanniques réussissent à battre Napoléon en Europe. Ils vont donc à ce moment-là profiter de la fin de la guerre en Europe pour amener des troupes en Amérique. Il va y avoir certains combats, surtout au Canada, des victoires américaines, des victoires britanniques. Finalement, un traité de paix sera signé entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Un traité de paix qui finalement se terminera avec un certain statu quo. On garde les frontières d'avant la guerre. Alors ici, on peut facilement constater que la majorité des batailles se déroulent dans le Haut-Canada. Très peu de batailles dans le Bas-Canada. Comme je l'ai mentionné tantôt, à la fin, il y a le traité de Gand. Et lors de ce traité-là, entre les Britanniques et les États-Unis, on va replacer la frontière entre les deux Canadas à la même place qu'elle était au début de la guerre.